La démographie est une force, on le sait tous, hein? Mais d'où nous vient cette idée? Sur quoi repose-t-elle? Et surtout, est-ce vrai? Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Comme vous certainement, j'avais intégré cette idée que la démographie est une force, jusqu'à ce que je lise cette phrase de Jacques Le Goff. Le handicap démographique était l'ultime frein d'un monde au bord de la limite. En effet, ce dernier, dans La civilisation de l'Occident médiéval, nous explique comment la baisse démographique drastique de la fin du Moyen Âge a permis à l'Occident de retrouver un souffle d'air et de passer à la Renaissance. Alors, pour cet épisode, je vous propose, dans un premier temps, de vous conter les épidémies qui sévirent à la fin du Moyen Âge et les conséquences que ça a eues. Puis, pourquoi la démographie serait-elle une force? Et enfin, quels questionnements politiques et moraux coûterait de remettre en cause cette idée? Les épidémies médiévales. Je dois avouer que le monde médiéval, quelle que soit la fascination que j'ai pour ce dernier, n'est pas un monde révolutionnaire d'un point de vue technologique. Si les structures sociales vont être révolutionnées, pour ce qui s'agit de la technologie, on perçoit presque un recul par rapport à l'Antiquité. Et comme l'explique Jacques Le Goff, le résultat de ce mauvais équipement technique lié à une structure sociale qui paralyse la croissance économique, c'est que l'Occident médiéval est un monde au bord de la limite, sans cesse menacé par le risque que sa subsistance ne soit plus assurée. L'Occident médiéval est d'abord un univers de la faim, la peur de la faim et trop souvent la faim elle-même. C'est un monde au bord de la faim, monde sous-alimenté et mal alimenté, d'où le cortège de la famine, ces épidémies dues à l'indigestion. Nous avons des maladies qui se développent, telles que la tuberculose, la plus meurtrière, la lèpre, les abcès, les gangrènes, la gale, les ulcères, les tumeurs, les chancres, l'eczéma, l'érépsie, carences et malformations, yeux troués, prunelles vides, estropiés, bossus, goitreux, boiteux, paralyptiques, épileptiques. Nous avons les guerres qui n'en finissent plus, telle la guerre de 100 ans. Le journal d'un bourgeois parisien nous le raconte très bien. Nous avons les famines, comme celle de 1223, où, dans le Livonais, une famine est si violente que les hommes s'entremangeaient et on dépendit les voleurs de gibet pour les dévorer. Mais celui qui décrit encore le mieux les scènes est Raoul Glaber, moine à Cluny, qui écrit au début du XIe siècle, vers 1032-1034, la famine se mit à étendre ses ravages, et l'on put craindre la disparition du genre humain presque tout entier. Cependant, quand on eut mangé les bêtes et les oiseaux, les hommes se mirent sous l'emprise d'une faim dévorante, à ramasser pour les manger toutes sortes de charognes ou de choses horribles à dire. Une faim enragée fit que les hommes se mirent à dévorer de la chair humaine. Des voyageurs étaient enlevés par plus robustes qu'eux, leurs membres coupés et cuits au feu. Bien des gens qui, pour fuir la famine et avaient trouvé en chemin l'hospitalité, furent pendant la nuit égorgés et servirent de nourriture à ceux qui les avaient accueillis. Beaucoup, en utilisant un fruit ou un œuf, attiraient les enfants dans un lieu écarté, les massacraient et les dévoraient. Et enfin, la grande catastrophe, la peste noire. Comme l'explique Georges Duby, ce fut le contre-coup de l'expansion européenne
l'épidémie sévit de mai à juillet 1348. À partir de cette année, la maladie était installée. Elle rejaillit périodiquement tous les 10-20 ans avec une rage égale. Et comme Jacques Le Goff, Georges Duby nous explique que les villes se recroquevillèrent dans la ceinture de leurs remparts, se claquemurèrent. On tuait ceux qui voulaient de nuit s'y faufiler. Ou bien, au contraire, s'enfuir en bande errante. Affolés. En tout cas, l'effroi, le coup d'arrêt, la grande fracture, dans les 50-60 années qui suivirent la pandémie de 1348 et qui furent secouées par les résurgences de la peste, se situe l'une des quelques grandes coupures de l'histoire de notre civilisation. De l'épreuve, l'Europe sortit soulagée. Elle était surpeuplée, l'équilibre démographique se rétablit. L'aisance qui s'installa explique que la création artistique n'ait pas perdu sa vitalité. Mais, comme toute autre chose, elle changea de ton. Vous avez bien compris. Ce qui a permis de relancer la croissance économique de l'Europe, c'est la perte de la moitié de sa population. Et pour vous donner un ordre d'idée, entre 1280 et 1340, la France passe de 21 millions d'habitants à plus que 12. L'Allemagne passe de 14 millions d'habitants à 8 millions. L'Angleterre passe de 4,5 millions d'habitants à 2,2 millions d'habitants. Alors évidemment, les populations sont marquées par ces catastrophes. Passé 1400, le macabre dans l'art proliféra. Des petits livres historiés se répandirent. Auprès de l'art de bien mourir, des bibles des pauvres. Mais à côté de cela, fait jour une réalité cruellement cynique. Les survivants sont en général plus riches. Et comme l'écrit Georges Duby, le Moyen-Âge, après avoir été une succession de renaissances enchaînées, s'est engouffré dans la dernière Renaissance, la grande, celle du XIVe siècle italien. C'est le temps des inventions technologiques, comme l'invention de l'imprimerie, mais aussi l'astrologie médicale, la cartographie. On découvre le monde, comme les Amériques. On innove aussi dans des domaines comme celle des armes à feu. Nous avons compensé notre démographie par notre inventivité. Tu viens de saper une idée que l'on prenait tous pour acquise. La démographie est une force. Mais alors, d'où vient cette idée ? Pourquoi la démographie serait-elle une force ? Alors, pour répondre à cette question, je suis allée interroger ChatGPT. Oui, pour sortir des poncifs, il n'y a rien de mieux que l'intelligence artificielle. Elle vous résume en quelques minutes le résultat de recherche Google que vous auriez pu faire, certes, mais qui vous aurait pris quelques heures. Alors, que nous dit ChatGPT ? L'idée que la démographie est une force pour un pays a émergé progressivement avec un accent croissant sur la relation entre la population et la prospérité économique à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Donc, c'est une idée récente. Malthus et la population. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'économiste et démographe britannique Thomas Malthus a développé une théorie pessimiste de la croissance démographique, soulignant que la population croît de manière exponentielle, tandis que les ressources alimentaires n'augmentent que de façon arithmétique. Selon lui, cette dynamique risquait de conduire à la famine et à la misère. Certes, Thomas Malthus n'est pas le premier à tenir un discours pessimiste sur la surpopulation. Il en existait déjà chez les Byzantins avec exactement les mêmes arguments. De plus, cela ne répond pas à la question.
Cette forte démographie peut être sur un territoire plus ou moins vaste. Ce n'est pas la même chose d'être 140 millions d'habitants en Russie qu'à Monaco. Continuons. Les théories démographiques du XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, la réflexion sur les conséquences économiques et sociales de la croissance démographique s'est diversifiée. Certains économistes et sociologues ont commencé à envisager les avantages d'une population plus nombreuse, soulignant que celle-ci pouvait constituer un marché intérieur plus vaste, un réservoir de main-d'œuvre pour l'industrie et une source de créativité et d'innovation. J'adore la bien-pensance de l'intelligence artificielle. Elle oublie jusqu'au XIXe siècle, on a aussi beaucoup besoin de chair à canon pour nos guerres. Mais regardons de plus près les arguments plaidant pour une croissance démographique forte. Le marché intérieur, certes. Enfin, vu nos politiques commerciales, le marché s'est internationalisé. Et notre marché intérieur profite plus aux Chinois qu'à nous-mêmes. Un réservoir de main-d'œuvre pour l'industrie. Si on pouvait encore avoir une industrie. Plus sérieusement, nos industries se sont mécanisées. C'est comme dans l'agriculture, là où avant il nous fallait une main-d'œuvre importante, aujourd'hui, mis à part pour certaines récoltes, on a quand même besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Une source de créativité et d'innovation. Alors ça, c'est faux. On n'est jamais plus créatif que lorsque l'on en a besoin. La fin du Moyen-Âge en est une preuve, mais l'après-Seconde Guerre mondiale aussi. De la chair à canon. Alors on pourrait dire que la guerre a changé de visage, faisant appel à une armée de métier. Sauf que la guerre en Ukraine nous a montré que les guerres de tranchées pouvaient revenir. Malheureusement, une démographie forte ne suffit pas pour faire de la chair à canon. Il faut aussi que ces personnes-là aient envie de se battre, soient prêtes à se battre pour ce pays. Pour le dire autrement, il faut des patriotes. Et ça, c'est pas gagné. L'essor de la démographie en tant que discipline. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec des figures comme Adolphe Landry, la démographie s'est affirmée comme une discipline scientifique à part entière. Des théories ont émergé sur l'impact de la population sur la croissance économique. Les théories évolutionnistes et positivistes ont mis l'accent sur les avantages d'une croissance démographique forte, car elle permettait une plus grande diversité de talents, une force de travail abondante et facilitait l'innovation. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce paragraphe qui répète les mêmes poncifs depuis un siècle. La période de l'après-guerre, 1945-1970. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée que la démographie pouvait être une force pour un pays a pris encore plus d'importance avec la reconstruction des économies. Les pays avec une population plus jeune et en croissance rapide, comme les États-Unis, où certaines économies émergentes ont bénéficié d'une expansion rapide grâce à l'industrialisation, aux investissements et à une main-d'œuvre nombreuse. Alors, bon, le coût des économies émergentes, c'est sympa, hein, sauf qu'elles ne cessent d'émerger à croire qu'elles se noient. Pire, le 3 septembre 2019, Vie publique, dans un article écrit par Jean-Pierre Guénan, nous expliquait que la forte croissance démographique en Afrique freine son émergence. Parce qu'ils font trop de gosses. Ils ne peuvent se développer comme l'Asie de l'Est. Et il est préconisé une baisse drastique de la fécondité pour permettre le développement des pays subsahariens. Alors vous pouvez crier au relent esclavagiste d'une telle position visant à contrôler le corps des femmes noires. Personnellement, je suis pour la liberté. Et si elles désirent avoir 4 ou 9 enfants,
Soit. En revanche, l'Afrique doit les assumer, c'est-à-dire les garder sur leur territoire. Allez, continuons avec ChatGPT. Les enjeux contemporains. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population dans de nombreux pays développés, la démographie est toujours perçue comme une force dans certains contextes, notamment pour les nations ayant une population jeune et dynamique. Cependant, l'accent a évolué et il existe maintenant des débats sur la manière de gérer des sociétés vieillissantes et des populations en déclin, avec des réflexions sur la migration, l'innovation technologique et la répartition des ressources. Pour résumer, il faut payer les retraites de nos papy-boomers. D'accord, mais les politiques natalistes et immigrationnistes nous engagent sur plus de 80 ans. Et on ne peut pas définir une telle politique pour résoudre le problème des 30 prochaines années. Sinon quoi, on recommence la même chose dans 80 ans? Et pour aller où? Vu comme ça, la croissance démographique permanente me paraît juste être une pyramide de Ponzi. Car je le rappelle, lorsqu'au XIXe siècle, on considère que la démographie est une force, on est aussi dans une démarche expansionniste. L'empire de Napoléon, les colonies, la conquête du monde. Conclusion. En somme, l'idée que la démographie peut être une force pour un pays s'est renforcée au fur et à mesure que les sociétés ont pris conscience du rôle clé de la population dans la croissance économique, l'innovation et la compétitivité internationale. Et là, il faut bien lire, peut-être une force. ChatGPT ne s'engage pas, il laisse entendre qu'il peut être un handicap. Il nous laisse à notre réflexion. Question de politique. Est-ce que la démographie est une force? Poser cette question aujourd'hui, c'est remettre en question le dogme et le risque de passer pour une hérétique. Et il est vrai que remettre en question cette idée n'est pas sans conséquence et soulève des questions qui, certes, ne sont pas politiquement correctes, mais peuvent, pire, être immorales. Mais remarquez que pour une fois, les Français sont relativement consensuels, ce qui va me permettre de pouvoir taper sur à peu près l'ensemble des courants politiques. Ève Wagerland écrit « Nos dirigeants doivent être capables de réaffirmer qu'un peuple a besoin d'enfants pour se perpétuer et non jeter l'opprobre sur la maternité pour des raisons pseudo-écologiques et féministes, alors même que leur idéologie nuit aux femmes et à la vie. » Je crois que par cette simple phrase, elle a abordé le sujet sur toutes ses facettes ou presque. Réponse à la gauche. Alors, on ne peut pas expliquer à la fois que les humains tuent la planète et vouloir une démographie forte. Soit la surpopulation est un problème pour la planète, et alors, il faut laisser les pays à la démographie incontrôlée se démerder du fruit de leur politique ou organiser des missions de stérilisation. Soit la démographie est une force, et alors il faut encourager la procréation, et avant tout, celle des catégories sociales aptes à engendrer une progéniture productive. Catégories sociales qui composent rarement leur électorat. Car la démographie n'est une force que si elle représente une force de travail et est suffisamment éduquée pour être une source d'innovation. Et je parle d'innovation concrète, à même de porter un progrès. Les innovations capillaires ne comptent pas. Réponse au centre. Alors, c'est bien de parier sur l'idée que l'immigration est une force car elle permet de maintenir une démographie forte. Mais l'idée que cette démographie puisse être portée par l'immigration ne fonctionne que si on limite cette immigration à des personnes choisies et diplômées.
Or, on constate que si les Français ont un taux de chômage de 10%, les immigrés ont un taux de chômage de 20%. Non, le livreur Uber ne constitue pas une force de travail intéressante. Et que ferez-vous de ces livreurs quand tout cela se fera par drones et autres robots? Ne nous mentons pas, cet avenir est proche. Par ailleurs, l'idée de faire venir des immigrés pour nous servir de chair à canon me paraît légèrement saugrenue. Ils nous expliquent clairement à longueur de temps qu'ils ne se battront pas pour nous. Dont acte. Réponse à la droite. Oui, cette idée est une idée de droite, pondue il y a maintenant plus d'un siècle, dans un monde économique qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel nous vivons. La droite est devenue le réceptacle des déçus de la gauche. Elle ne s'est pas renouvelée et continue à répéter des poncifs sans se demander s'ils sont encore pertinents. Il serait peut-être temps de vous réformer et de réfléchir vraiment au monde de demain. Certes, pour perpétuer notre culture, il faut que nous fassions des enfants à qui transmettre cette culture. Sinon, nous disparaîtrons. Mais pour avoir envie de faire des enfants, il faut peut-être donner des perspectives de moins mauvais augure. Faire des efforts pour que nos enfants aient un avenir. Oui, mais vous ne vendez que sacrifice, guerre civile et labeur.